Michel Galli, quand je lui ai dit vous êtes un africaniste, il m'a dit ah, je veux pas qu'on emploie ce mot-là, j'ai tellement honte de mes collègues qui se disent africanistes que je veux pas qu'on me donne cette caractéristique-là. Donc ne me présentez pas comme africaniste. Donc il travaille dans une revue, enfin il anime une revue qui s'appelle Culture et Conflit et que vous pouvez aller voir sur Internet. C'est un site où il y a beaucoup d'articles, beaucoup de fonds. 20 ans d'articles de relations internationales voilà. En accès libre. Et donc c'est le nom du site, c'est conflit.org. Il y a tous ces articles. Michel Galli a été à une époque, disait-il, enseigné à Sciences Po et à Saint-Cyr, mais avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on lui a fait comprendre que... En 2004. Oui, sa collaboration n'était plus souhaitée. Et aujourd'hui, il enseigne à l'Institut des Relations Internationales. Donc, ce qui m'a semblé important, c'est que Michel Galli est connaît très bien cette région. Or, c'est un problème régional auquel on est confronté. Et donc, c'est pour ça que ça nous a semblé important que vous veniez nous parler de ce qui se passe dans cette région et comment on peut comprendre ce qui s'y passe au-delà des événements au jour le jour. Donc, je vous laisse la parole. Alors, vous entendez bien dans le fond? Ça va? Moyen. Moyen? Moyen. Il faut forcer le temps. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un micro, demander un micro? Oui. On se rapproche peut-être ou ça... Non, ouais, c'est délicat pour là. Je vais te voir si on peut pas... On va si on trouve un micro. Ouais, ça, moins fort, c'est la voix. Alors, effectivement, en attendant que le micro arrive, les africanistes, ils passent leur vie en Afrique, ils sont spécialisés, voire un peu incestueux, ils débattent entre eux. Et bon, personnellement, j'étais en Amérique centrale, puis en Afrique du Nord, et puis en Afrique subsaharienne, où j'ai quand même passé 10 ans. Et j'ai travaillé beaucoup sur la violence politique et les conflits depuis une dizaine d'années. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce genre de comparatisme, c'est que ça permet parfois d'être prédictif. Alors, une science politique prédictive, c'est intéressant, à part que ça n'intéresse personne, en tout cas pas les princes qui nous gouvernent. On a beau faire des rapports ou des tribunes, comme il y a 6 mois, par exemple, dans Le Monde, eh bien, voilà, il y a l'analyse d'un côté, et puis les décisions politiques ou militaires de l'autre. Voilà. Alors là, on verra aussi que on peut peut-être être prédictif sur les guerres ou les violences politiques à venir. Alors ça, c'est un peu décourageant. Un autre point décourageant aussi, c'est que le Mali, comme le Niger, comme le Tchad ou autre, il faudrait une carte, mais c'est sur ce que le politologue Jean-François Bayard nomme une ligne de fracture quasi tectonique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, mais dans chaque pays, entre des peuples différents. Et vous connaissez au moins de loin le problème Touareg au Mali. Donc ce clivage, il se répercute dans les milieux intellectuels. Effectivement, vous voyez un peu trop d'ailleurs dans les médias des spécialistes avec beaucoup de guillemets du monde arabo-musulman et surtout ce qu'ils appellent le terrorisme ou l'islamisme radical dans le monde musulman. Et puis, vous avez des soi-disant africanistes de notre côté qui se rencontrent à l'occasion de la guerre au Mali, mais qui ne connaissent pas les mêmes choses, qui ne parlent pas le même vocabulaire. Et si vous voulez, quelque part, j'ai vécu ça en étudiant l'Afrique de l'Ouest du côté du Libéria. À un moment, j'étais très sollicité à la guerre au Libéria parce que j'étais le seul Français à s'intéresser au Libéria. Il y a encore ces fractures coloniales et linguistiques qui sont toujours prégnantes. Et les guerriers nomades, comme je les appelais, qui passent allègrement les frontières, étaient plus avancés en leur connaissance de leur propre région, hein, au sens africain, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest, que les intellectuels parisiens, londoniens ou autres, hein, puisque aussi les intellectuels anglo-saxons, ils ne connaissent pas par exemple la Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est des terres doublement étrangères pour eux. Donc voilà, il y a cette méconnaissance dont il faut parler, d'abord. Et puis il y a ce que Philippe a nommé, je ne sais pas si vous avez employé ce terme, mais ce qu'on peut nommer la désinformation permanente. Alors la désinformation, là ça me permettra de faire un lien tout à l'heure sur la très longue durée. Mais en tout cas, en gros, pour fixer les idées, depuis les indépendances, en gros dans les années 60, 1960, hein, des pays africains, vous avez une cinquantaine d'interventions militaires françaises. Il y en a aussi d'autres pays, hein, je vous rassure, britanniques, en Sierra Leone par exemple en l'an 2000, l'opération Pallister, américaine, dans les pays plutôt pétroliers et pas toujours au bon moment.
Et donc, dans ces opérations militaires françaises, il y a des causes diverses et variées sur lesquelles on peut revenir, mais il y a toujours un épais rideau de brouillard médiatique qui est entretenu. Et quand vous voyez, au fond vous voyez rien, hein, vous avez bien vu que sur le Mali, c'est un des problèmes, on pourra parler tout à l'heure, les fameuses colonnes djihadistes qui descendaient vers Mopti et Bamako, personne ne les a vues. On n'a même pas vu d'images satellites, on n'a pas vu. Pardon. À la fois, il y a des images et puis on ne voit rien. C'est quand même paradoxal. Et que ce soit des spécialistes, des anthropologues, des politologues, et j'en connais, qui soient maliens, qui soient africains, qui soient français, on ne les interroge pas. Donc il y a une sorte de vide sidéral, on intervient dans un pays, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on ne sait pas surtout quel peuple il y a, quelle ethnie, quel est le système politique, est-ce qu'il y a des intellectuels locaux, une société civile, tout ça c'est le grand brouillard, mais même on l'évacue, on n'en parle pas. Donc si vous voulez, vous avez l'armée française qui parle français, avec les moyens porte-parole, comme on dit, et vous avez des images plus ou moins de synthèse, et puis le réel du pays, de sa société surtout, de sa société politique, de sa société intellectuelle échappe. Donc Bonsoir. voilà, bonsoir, une double méconnaissance qui nous empêche d'y comprendre quelque chose. Or, pourtant, cette société malienne, elle a bien évidemment, ce pays, comme partout, une histoire. On n'est pas à l'époque des guerres qui déniait toute historicité à l'Afrique parce que c'était le lieu où il n'y avait pas d'État, donc d'idées, et donc elle était quelque part en dehors du monde, en dehors de l'histoire. La société malienne, non seulement elle a une histoire de très longue durée, alors je ne vais pas remonter à l'Empire du Mali, qui ne coïncide pas d'ailleurs forcément avec le pays actuel, mais en tant que signifiant, en tant qu'histoire, en tant que fierté d'ailleurs, c'est quelque chose qui agit toujours sur les esprits en tout cas. Donc cette société malienne, presque entièrement islamisée, elle est même en voie de ré-islamisation, au sens où, qui est d'ailleurs en grande partie une arabisation, hein, vous voyez avec le groupe par exemple AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est le successeur du groupe salafiste pour la prédication et le combat d'origine algérienne, et donc ils sont porteurs d'un islam, un peu comme les autres mouvements islamistes, d'origine wahhabite. Vous voyez, un peu, il faut fixer les idées, un peu comme l'Arabie Saoudite, et d'un islam, je ne peux pas dire pur et dur, mais en tout cas beaucoup plus rigoriste que l'islam confrérie, que l'islam un peu africain, qui est organisé autrement, d'abord qui est beaucoup plus tolérant, qui est organisé autour, vous le voyez, pour les fameux mausolées de Tombouctou, des cultes des saints en particulier. Et donc une réislamisation, en tout cas, de la société malienne, qui fait que tout ce que vous entendez à la télévision, où les méchants islamistes sont au nord, sont enfermés dans des grottes, la Farzifora, c'est largement, comment dirais-je, un regard biaisé qui ne tient pas du tout en compte cette réislamisation en profondeur. Vous avez, dans les dernières années, le président du Haut Conseil islamiste à Bamako qui a fait échouer une réforme de la famille qui aurait donné plus d'autonomie, plus de liberté aux femmes en particulier. Et donc la laïcité, de manière générale, une société plus ouverte, plus pluraliste, notamment envers les différentes catégories minoritaires, est au fond battue en brèche par un islam qui se durcit et qui est montant même à Bamako. C'est vrai aussi, bien sûr, autour des villes qui ont été soi-disant reconquises. Alors cette notion de reconquête française est particulièrement maladroite. Donc autour de Tombouctou, autour de Kidal, autour de Gao, il y a forcément des groupes, des villages, des individus qui sont sympathisants avec les groupes islamistes qui sont pourchassés en ce moment par l'armée française. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on nous dit. Et bien évidemment, à Bamako, c'est aussi le cas. J'assistais à un colloque la semaine dernière à l'école des étudiants en sciences sociales où il y avait un professeur malien qui vivait aux États-Unis, Diawara, et qui disait au début, quand j'appelais Bamako, ma famille, on me disait mais non, qu'est-ce que tu as contre les islamistes? On est tous des musulmans, on va essayer de discuter avec eux, la charia, ça nous plaît bien, Bamako, et on va voir si on ne peut pas, entre musulmans, trouver un terrain d'entente. Donc le DICO dont je parlais, lui, au Conseil islamiste, par des intermédiaires, est allé discuter avec Ansardine, bon, peut-être pour
Acmi, c'est un peu plus compliqué. Mais la charia, tout simplement, c'est le nom de la loi islamique qui régit en partie les rapports interindividuels en dehors de l'État, en dehors du système juridique à l'occidental. Donc c'est quelque chose qui est forcément partagé. Donc en dehors de cette religiosité ambiante qui est en train de changer, il y a aussi les jeux de l'ethnicité, pour ne pas dire des ethnies enfermées dans des territoires et des identités fixes. Une ethnicité très mouvante. Ce n'est pas un hasard si un anthropologue comme Jean-Loup Amsel a travaillé sur les Bambara du Mali et les Peuls, en montrant qu'il y a des passages de l'un à l'autre dans les ethnies du Sud, dans les peuples du Sud. Par contre, là où il n'y a pas de passage, il y a une haine qui est difficilement compréhensible ici, c'est envers les Touaregs. Ce problème Touareg est argumenté de manière de plus en plus racialisée, puisqu'en ce moment à Abidjan, on parle de peau blanche contre les peaux noires, voire les peaux rouges, qui ne sont pas les Indiens d'Amérique, mais les Peuls en l'occurrence. Donc vous voyez le vocabulaire quotidien qui, comme dirait Jacques Semelin, le spécialiste des génocides et des massacres extrêmes, précède souvent le passage à l'acte. Puisque, comme vous le savez, en ce moment, on accuse l'armée malienne, qui est un peu dans les fourgons de l'armée française, dans les villes reconquises, que ce soit les petites villes comme Diabali, qui séparent le sud du nord, que dans les villes comme Gao, Tombouctou et Kidal, on accuse cette armée malienne de massacres sélectifs envers les ethnies nordistes et surtout les Touaregs. Alors, le paradoxe, c'est que ici, ces Touaregs, à travers le mythe, parce que c'est un mythe des hommes bleus, de cette société au fond de la liberté, du nomadisme, nous paraissent beaucoup plus sympathiques que les islamistes. Donc, inversion d'approche, pour un Malien de Bamako, c'est exactement l'inverse. Alors, c'est rationalisé en disant qu'il y a exactement un an, en janvier 2012, c'est le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad étant le nord du Mali pour les Touaregs, qui a commencé les hostilités et qui, quelques mois plus tard, a déclaré son indépendance. Maintenant, ils ont en quelque sorte mis de l'eau dans leur vin, si j'ose dire, parce que ce n'est pas une métaphore très adaptée, mais ils ne revendiquent plus que leur autonomie à l'intérieur, ou leur autodétermination à l'intérieur d'un État malien qui reste encore évidemment extrêmement faible. Cet État malien, effectivement, organisé à l'occidental à travers un jeu multipartite et une sorte de pacte postcolonial dont on peut reparler, il est au fond complètement discrédité. Et là-dessus, il faut un peu revenir sur la vie politique du Mali depuis les indépendances, notamment Modibo Keïta, le fondateur avec un nationalisme malien extrêmement réactif envers la France, ce qui fait que, contrairement à ce qu'on croit, le Mali n'avait pas et n'a toujours pas d'accord de défense avec la France. Vous savez que c'est un peu la voie d'entrée, ces accords de défense, dont on peut reparler aussi, pour les armées, notamment françaises. Il y avait des accords techniques, mais par exemple, contrairement à la Côte d'Ivoire, où vous avez le 43e BIMA qui a changé de nom à l'occasion de l'intervention française et de la force Licorne en avril 2011, il n'y a pas de base militaire permanente au Mali, contrairement aussi à d'autres pays comme par exemple le Sénégal, où vous avez une base, ou le Gabon où il y en a eu. Et les accords de défense, au fond, ils sont très simples, ils tiennent en 2 pages, ils ont été tellement secrets qu'on ne les a pas connus pendant une dizaine d'années, mais quand on les voit, ils prévoient des choses extrêmement simples, une présence militaire française permanente, et en échange de quoi, c'est ça le pacte colonial ou néocolonial, un monopole des matières premières des pays en question pour la France. Et puis aussi un tiers, en tant que gouvernance à la française, un corps de coopérants permanent qui lie donc les gouvernements en question qui sont au fond sous une mise sous tutelle permanente. Alors effectivement, si on va au-delà du Mali, au-delà de ces 50 interventions sous des prétextes divers et variés depuis les indépendances, ces interventions militaires françaises en Afrique évidemment francophone,
On pourrait le comparer d'ailleurs avec l'Afrique anglophone qui est organisée à la fois différemment en tant que colonisation. Vous savez que les Anglais étaient très attachés à ce qu'ils appelaient indirect rule, c'est-à-dire un gouvernement indirect en conservant autant que faire se peut les élites locales, et non pas par altruisme ou philanthropie, mais pour, au fond, réduire la présence britannique elle-même. Donc, gouvernement indirect. Le mythe français, évidemment, de la colonisation française, vous savez tous, c'est l'assimilation. L'assimilation, et cette sorte, ça se ressent toujours avec les élites francophones, ce que certains appellent certes des liaisons incestueuses, permanentes, mais enfin cette projection en miroir des deux côtés sur la vie politique française. Je me souviens quand j'arrivais en Côte d'Ivoire à la fin des années 80, je trouvais des cadres d'Abidjan qui me disaient qu'ils étaient, par exemple, CRS, les uns chevènementistes, les autres plutôt mitterrandistes, etc. Et je disais, mais je ne comprends pas, vous êtes inscrit au PS, c'est compliqué. Non, il me disait, mais non, pas du tout. Vous comprenez, Houphouët-Boigny, ça fait 40 ans, en gros, qu'on le supporte. Donc, voilà, nous, on s'intéresse à la vie politique française, à tel point qu'ils connaissaient dans le détail, autant que leurs gouvernants. Tout le monde sait que Bongo ou Houphouët-Boigny, ils connaissaient en détail la vie politique parisienne. Houphouët, pour avoir été ministre et député, il disait d'ailleurs que l'Assemblée nationale française, c'était le lieu où pour la première fois il avait vu le blanc manger le blanc. Bon, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est une métaphore des crocodiles à Moussoukro, je suppose. Mais enfin, donc il y a ces liaisons permanentes, ce que Bayard appelait l'assimilation réciproque des élites. Il y avait des ambassadeurs français à Abidjan, je ne vais pas citer le nom, mais en fait tout le monde les connaît, qui faisaient des affaires, qui portaient les doléances aux fouettistes à Paris. On se demandait au bout d'un moment, au bout de quelques années, si c'était ambassadeur de France en Côte d'Ivoire ou ambassadeur ivoirien à Paris. Donc, vous voyez, ce côté extrêmement ambigu de ce qu'on appelait la France-Afrique, qui est un mot dans les années 60 du président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, avant d'être repris par François-Xavier Verschave de Survie, dans un système occulte de domination violente et perverse, au fond, qui se continue. Ceci dit, avec toute l'amitié qu'il doit y avoir dans la salle pour mes amis de Survie, je pense qu'il faut sortir de ce mot France-Afrique qui est sorte de perversion des relations france-africaines pour montrer qu'en fait c'est structurel. Si on veut parler de France-Afrique ou de système de domination, moi j'appelle ça la guerre à l'Afrique en reprenant les termes d'un historien italien qui s'appelle Calchinovati. Cette guerre à l'Afrique, c'est un système structurel de domination et d'exploitation. Ça va beaucoup plus loin qu'une perversion des mécanismes politiques et des mécanismes commerciaux. Et ça succède au fond à ce qu'on appelait dans les années 50 le containment du communisme. Il y aurait effectivement un blocage des migrations, un blocage des velléités nationalistes d'autonomie. Il y a un document de l'an dernier des Affaires étrangères qui présente les ennemis de la France sur le continent africain comme étant d'une part les islamistes, les groupements salafistes, et de l'autre côté les nationalistes comme par exemple Laurent Gbagbo ou d'autres qui veulent l'intérêt de leur pays plus que l'intérêt évidemment de la France-Afrique ou de ce système donc, de domination. Donc, ce système de containment, de contrôle et de domination, il se traduit en particulier par si on voit de manière plus proche, par une série d'interventions militaires qui sont en série, quel que soit le gouvernement chiracien, sarkozyste ou hollandais actuel, notamment en Libye, en Côte d'Ivoire, et au Mali, à tel point que malgré les événements contingents, malgré les causes de tel ou tel conflit, on se demande si à un moment on n'assiste pas à une recolonisation violente, militaire, de l'Afrique subsaharienne à travers ces cas qui sont inextricablement liés, puisque par exemple, comme vous le savez, ce sont les armes de Libye qui se retrouvent en ce moment au Mali. Alors, il y a eu beaucoup de fantasmes là-dessus. Les faits ne sont pas tout à fait fixés. Moi-même, j'ai repris, sans doute à tort, des informations sur lesquelles il y aurait des missiles solaires, par exemple libyens, ou qu'on a vendus aux Libyens, qui se retrouveraient au nord Mali, qui se retrouveraient en ce moment
dans la drare des Ifora, hein, dans ces grottes, ces zones montagneuses. Alors ça peut être vrai quand même, mais ça peut être des armes assez sophistiquées, difficiles à entretenir, qui ne fonctionnent pas forcément, et donc qui sont en quelque sorte autodétruites. Donc il y a quand même des zones d'ombre, hein, dans cette guerre malienne. Alors j'en profite dans les zones d'ombre, c'est un débat en cours. Quand il y a un conflit sans image, un conflit avec une vérité unique dans les médias, maintenant, comme vous le savez, dans la sphère Internet, hein, il y a au fond une résistance, et malheureusement je ne peux pas dire intellectuelle, parce qu'elle est souvent, parfois un peu aberrante, beaucoup complotiste, et vous avez des interprétations à la fois à l'extrême gauche et puis maintenant à droite, comme quoi le 11 janvier, ces colonnes de pick-up qui descendent dans des djihadistes, hein, des groupes comme Ansardine, le Moujao, Acmi, qui descendaient vers Mopti et Bamako, n'existaient pas. Donc ça serait un gros bluff, une sorte d'immense manœuvre de désinformation du gouvernement Hollande et de l'État français, comme un prétexte d'intervention. Alors, il y a là-dessus des arguments, comme toujours ces thèses complotistes, elles s'ancrent sur des détails ou des éléments véridiques. Il semble qu'au moment où, effectivement, les djihadistes descendaient vers Bamako et que l'armée française est intervenue, le capitaine Sanogo, on va y revenir, qui est le nom de putschiste, qui faut un peu le pouvoir de l'ombre en ce moment à Bamako, voulait renverser le président par intérim, Diokounda Traoré. Donc c'est pour cet événement imminent que les Français sont intervenus. Mais enfin, pour expliquer la situation il y a un mois, je voudrais compléter très brièvement le système politique bamakois, malien à cette époque. Donc j'ai parlé de Modibo Keïta, le fondateur. Il y a une dictature très longue de Moussa Traoré, qui dans les années 90 a été renversée par le fameux général démocrate, avec beaucoup de guillemets, Amani Toumani Touré, dit ATT pour abréger. Donc c'est un général non seulement qui a renversé le pouvoir d'un dictateur, mais qui est revenu à la base. À l'époque où je l'ai connu, il s'occupait des enfants des rues. C'est rare un général qui a renversé un dictateur, qui ne se maintient pas au pouvoir en Afrique et qui s'occupe des enfants des rues, et qui est revenu au pouvoir par les urnes, après l'intermédiaire d'un grand intellectuel tout à fait passionnant, Alpha Oumar Konaré, et qui est actuellement très décrié et très silencieux. En tout cas, ATT, il était, le président Toumani Touré, il était à un mois de sa réélection, il y a un an, quand des putschistes ont fait irruption sur la scène politique, l'ont déposé, forcé à fuir à Dakar en attaquant la présidence et en prétextant justement l'insurrection touareg au nord pour prendre le pouvoir à Bamako. Mais ces putschistes, ils ont trouvé très vite une base sociale et cette base sociale, elle correspond à un mouvement intellectuel qui critiquait la corruption du régime du général Amani Touré. On appelait, il y a un livre célèbre, ATT-cratie, chez l'Harmattan, hélas, par la découverte. Et la corruption, le népotisme, le fait que le système politique malien était complètement biaisé, hein, et c'était déconsidéré. Alors, c'était un mois des élections. Alors là aussi, les complotistes nous disent « Ah, c'est parce que certains partis d'opposition, comme le fameux Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, et son parti, allaient gagner les élections qu'il y a eu un putsch. » Donc, des intellectuels, comme mon ami Aminata Traoré, une grande intellectuelle de la société civile africaine, qui a écrit, vous le trouverez très facilement sur Internet, qui a écrit quelques mois avant Mali vers une recolonisation annoncée, hein, qui était très critique envers le régime précédent et sans aucune sympathie pour les militaires en tant que tels et les putschistes en tant que tels, a justifié le renversement de ce président corrompu. Et vous avez aussi un leader qui s'appelle Oumar Mariko, que j'ai rencontré en le temps quand j'étais en mission à Bamako pour le monde diplomatique, en tant que leader étudiant dans les années 90, un dirigeant de gauche charismatique qui a aussi soutenu le renversement de régime et qui dirige avec d'autres la COPA. Il vient d'ailleurs d'être arrêté ces jours derniers, amené à la DST
et relâché, mais enfin il a subi une arrestation extrêmement violente. Donc ça s'est passé il y a un an. À la suite de ce putsch, la soi-disant communauté internationale, notre ami Bertrand Badi dit qu'il ne l'a jamais rencontré, moi non plus, hein, c'est un ensemble hétéroclite d'intérêts, d'amitiés politiques, souvent instrumentalisés par l'ancienne puissance coloniale. Hein. Par exemple, aux Nations Unies, quand il y a une décision sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, c'est la France à qui l'ensemble du système onusien confie la préparation de la résolution. Ça ne veut pas dire que le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations Unies va suivre mécaniquement la décision française. Mais enfin, vous voyez, préparer une décision, une résolution du Conseil de sécurité, c'est pas rien. Alors, toutes les instances, par exemple dans la crise ivoirienne, ça a été très particulièrement évident, toutes les instances internationales et tout d'abord africaines sont instrumentalisées par le pouvoir parisien, quel qu'il soit. Par exemple, au moment de la crise ivoirienne, ça a été la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, hein, donc l'Afrique de l'Ouest, actuellement dirigée par Alassane Ouattara, ça a été donc de Côte d'Ivoire, ça a été l'Union africaine, et ensuite ça a été effectivement les Nations Unies, donc sous influence à l'époque sarkozyste. Et ça a été même la Cour pénale internationale, où le ministre à l'époque, Mercier, le ministre de la Justice, allait très fréquemment pour mettre en place le procès dont vous avez entendu parler, en tout cas ces jours-ci, de Laurent Gbagbo. Voilà, et bien cette instrumentalisation des instances internationales, elles ont recommencé pendant toute l'année dernière par le régime de François Hollande. Donc la manœuvre, c'était, comme disent les Américains, une intervention un peu française, une intervention en retrait par derrière les États africains qui devaient envoyer des contingents. Et puis la France, ça a été la doctrine pendant très longtemps française, pendant des mois et des mois, devait fournir la logistique, l'entraînement et jamais, on le jure, n'intervenir par l'aviation, par des bombardements et a fortiori aucun soldat français au sol. Alors le 11 janvier, il s'est passé un mouvement inattendu, c'est que tous ces mouvements islamistes qu'on disait désunis, hein, avec lesquels on cherchait à négocier, comme par exemple avec un des relais de la France-Afrique, le président Blaise Compaoré, qui est depuis 30 ans et plus l'assassin de Thomas Sankara, vous devez connaître, depuis 30 ans au pouvoir à Ouagadougou, essayer de concilier certains mouvements, de les séparer des autres islamistes, notamment en Sardine, dirigé par un Touareg, Yad Akrali, aucune parenté avec moi, et aussi, bien évidemment, les Touaregs. Or, il s'est passé quelque chose de tout à fait inattendu pour les autorités françaises. Ce mouvement, donc en Sardine, s'est allié avec, je ne dis pas ses ennemis, mais enfin, il ne s'entendait pas forcément bien avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou avec le Moujao, qui maîtrisait Gao. Ils se sont concertés, et en quelques jours, ils ont décidé de foncer vers le sud, donc en colonne pick-up, vers Mopti, une ville secondaire qui était un peu la clé du sud, et vers Bamako. Alors là-dessus aussi, vous avez des interprétations complotistes qui disent « Oui, mais enfin, quand même, quelques pick-up, ça ne va pas prendre une grande ville, une capitale comme Bamako. » Ben, erreur, hein, parce qu'en Côte d'Ivoire, les partisans de Guillaume Soro et d'Alassane Ouattara, ils étaient environ 1 millier qui descendaient justement du Burkina Faso vers le nord de la Côte d'Ivoire, qu'ils ont tenu de 2002 à 2010, et ensuite armés, entraînés, managés jusqu'au plan stratégique et même tactique par l'armée française et l'ONU, ils sont descendus vers la capitale. Ils ont fait un carnage à Abidjan, comme par exemple le ROUF, le Front révolutionnaire de Fodé Sanko, l'avait fait en 2000 à Freetown. Donc ça allait être effectivement le carnage à Bamako. Alors sous réserve que ces colonnes de djihadistes et leurs fameux pick-up ne sont pas complètement fictives, ce que je ne crois pas, sans clore le débat, effectivement, moi qui ai écrit « L'intervention française au Mali n'est pas une solution » il y a 6 mois,
on était tous coincés, hein, y compris des intellectuels comme Aminata Traoré ou autres. Hein. Et donc, à mon sens, ce qu'il faut réfléchir, c'est ce qui met dans cette situation où il n'y a plus qu'une solution. C'est l'intervention pour bloquer effectivement les rebelles. Hein. Il n'y a que des mauvaises solutions. Donc c'est l'avant et l'après. Pourquoi il y a une déliquescence depuis 1960 de l'État malien, hein, et pourquoi à un moment il n'y a plus de décision que militaire. Alors là-dessus, sur les décisions militaires, Ronnie Broman, qui est non politologue, mais qui a été le fondateur de Médecins sans frontières, il adopte un raisonnement qu'il appelle conséquentialiste et qui me paraît tout à fait juste. C'est-à-dire, c'est un peu au fond, par ailleurs, la théorie du moindre mal. Qu'on intervient en Libye, qu'on aide les mouvements islamistes, maintenant on peut reparler à Syrie, c'est à peu près la même situation, ou quand la France intervient au Mali, quelles sont les conséquences? Et les conséquences, entre le Cameroun aujourd'hui, le mort français, le militaire français, le légionnaire français au nord Mali, dans la Dra-Zifora, dans cette zone montagneuse, ce n'est que le début d'une nouvelle guerre nomade qui va s'étendre, comme il est prévu depuis des mois et des mois, de manière régionale. Tout d'abord dans le pays frère qui est le Niger, hein, d'où la France tire 40% de son uranium via l'entreprise Areva, qui est sécurisée déjà à l'avance par les forces spéciales françaises, ce qui prouve que ce n'est pas des théories parisiennes de politologues loin du terrain. Mais aussi, en Algérie, c'est déjà fait, vous avez vu l'attaque qui venait certainement de Libye, peut-être dans des pays qui ne sont pas encore touchés comme le Sénégal, certainement au Burkina Faso, en Libye, bon, ce serait un retour de manivelle ou de bâton, et puis aussi en Mauritanie. Donc ça serait une guerre nomade en expansion, d'un côté Touareg, hein, puisqu'ils sont dans 4 ou 5 pays, c'est au fond un peuple sans État qui cherche un foyer national, un peu comme les Kurdes au Moyen-Orient, et d'un autre côté des islamistes qui ont un recrutement évidemment beaucoup plus large. Alors du point de vue des islamistes, il y a des territorialisations et des déterritorialisations. Voilà, ce vocabulaire de Leuzien est particulièrement difficile à prononcer, mais on y arrive. Donc, cette territorialisation sur un territoire, hein, ça a été le cas non seulement des mouvements islamistes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Abni, surtout des Algériens, en Sardine, qui a en fait une filiale, enfin une organisation sœur à Bamako, hein, et puis le Moujao, dont chacun tenant plus ou moins une ville, par exemple le Moujao étant à Gao, hein, étant sponsorisé aussi, ça c'est un autre problème de relations internationales dans cette crise, par le Qatar. Hein. J'ai des amis humanitaires avec qui je travaille comme Action contre la faim, qui étaient installés à Gao, et les Qataris, notamment la Croix-Rouge qatarienne qui sert un peu d'intermédiaire, ne voulaient pas, même sur le plan de vue médical ou humanitaire, intervenir en dehors des zones, des quartiers ou des villages où il n'y avait pas le Moujao. Après, là aussi, je vous laisse discuter s'il y a une fourniture militaire, donc humanitaire c'est sûr, financière c'est probable, militaire, je laisse ça en suspension, de la part du Qatar et de l'Arabie Saoudite par ailleurs, qui appuient fortement, sur toute la planète d'ailleurs, les mouvements wahhabites, les mouvements d'un islamisme plus radical. Donc ce danger d'expansion spatiale, hein, ouest-africaine, ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a la secte, le mouvement religieux, je préfère dire, Boko Haram. Boko Haram, pour l'anecdote, rien que le nom est tout un poème, si vous voulez, enfin, c'est un symbole, puisque ça veut dire Boko c'est le bouc, et Haram c'est interdit, néfaste. Donc l'éducation à l'occidentale est mauvaise, est interdite, est impure. Donc vous voyez, un refus de l'occidentalisation du monde, en tout cas du nord du Nigeria. Ils sont venus du nord du Nigeria vers le nord du Mali. Il y a des djihadistes pakistanais ou afghans qui sont venus un peu en tant qu'instructeurs. On dit que des djihadistes sont venus de Somalie, d'autres du Polisario. Évidemment, c'est difficile de faire des recensements dans les maquis islamistes de la Dra-Zifora ou au nord Mali. Mais enfin, ça c'est un débat que j'ai avec des anthropologues. Vous avez des anthropologues français qui ont écrit des livres tout à fait passionnants sur la moindre tribu Touareg. Hein. Les Touaregs, comme les islamistes, ils sont très segmentés. Quand vous avez
un clan qui est indépendantiste, l'autre est pro du côté de l'État malien. Et ça fait des siècles que ça dure. Il y a des retournements d'alliances, des unions, des divisions permanentes, tant sur les islamistes que les Touaregs. Ça fait partie un peu des mécanismes de base de ce monde politique au nord du Mali qui est très mouvant. Alors, donc, par rapport à cette anthropologie, par exemple, touareg, il y a des recompositions en période de guerre des identités, de l'ethnicité et du politique qui sont extrêmement rapides. Et c'est là où au lieu d'être africaniste et anthropologue, si on est polémologue, donc polémon c'est le conflit, depuis 1947, Boutou a un peu fondé cette discipline, il y a une autonomie de la chose guerrière, des mouvements guerriers, qui sont favorisés par plusieurs facteurs. D'abord, ces ennemis transfrontaliers. Les peuples sont des deux côtés des frontières, parce que les frontières, elles ont été tracées à la conférence de Berlin, vers 1884, en toute ignorance ou négligence volontaire des identités ethniques. Donc, souvent, vous avez une base arrière dans un pays, et puis un foco, un foyer, comme on dirait dans les guérillas latino-américaines, de l'autre côté de la frontière, qui sont liés. Alors, vous avez par exemple dans la base arrière le HCR et mes amis humanitaires qui font des camps, où ils accueillent les familles, les enfants, les vieillards, mais aussi les guerriers. Alors, je me souviens, en 1992, j'étais au nord, à l'ouest, au nord-ouest, disons, de la Côte d'Ivoire, du côté de Danané, et j'étais dans des camps qui accueillaient les réfugiés du Libéria. Donc, ils étaient soignés, ils étaient alimentés, et quand on faisait notre petite réunion villageoise, ça les avait beaucoup amusés que je remarque que des jeunes gens en pleine forme avaient des scarifications bien précises. Et je leur demandais, mais on dirait quand même des scarifications anti-balles. Et tout le monde éclatait de rire, parce que ces jeunes gens fort sympathiques, c'était les Black Scorpions, les scorpions noirs de Charles Taylor, du mouvement de Charles Taylor, qui revenaient de la guerre au Libéria périodiquement, voir la famille, se mettre au vert, se faire soigner et se reposer. Donc, ça aurait pu tourner mal, mais en l'occurrence, ça les amusait beaucoup que le blanc, comme on dit là-bas, connaisse ces tailles pittoresques comme les scarifications anti-balles, puisque si vous êtes bien managé par votre devin guérisseur, eh bien, les balles se transforment en eau, quelque chose qu'il y a dans les guerres coloniales, et c'est au fond ça, avec toute la tiraille un peu carnavalesque qu'il y a dans ces guerres, c'est militairement efficace quand c'est en quelque sorte socialement partagé par l'adversaire. Bon, voilà. Alors là, on est un peu loin des islamistes, mais voyez, en même temps, du côté du pouvoir français, il y a une vision amplifiée de ce danger. Par exemple, je crois que Le Drian a déclaré hier qu'il y a une sorte de bande sahélienne d'instabilité qui va en gros de la Somalie à la Mauritanie. Et qu'en plus, ces islamistes, voire ces Touaregs qui les aident par moments, mais en tout cas les islamistes, vont se projeter sur les terrains européens ou français pour commettre des attentats déstabilisateurs. Et c'est le genre de prophétie qui, en quelque sorte, comme on dit, se réalise d'elle-même, puisque ce genre d'angoisse qui est favorisé par des soi-disant experts, des marchands de peur, ici même, induit des interventions militaires qui, de proche en proche, déstabilisent réellement toute une région, qui aggrave la haine, parce que c'est en ces termes-là que ça se pose, non seulement entre peuples, comme par exemple les habitants du Sud contre les Touaregs, mais même contre les Français. Il est vrai que, vous l'avez vu à Tombouctou, vous l'avez vu à Bamako, en ce moment, Hollande, on l'a baptisé François Hollande Keïta, comme sous l'indépendance. Voilà, c'est le nouveau père fondateur du Mali. Et donc, il y a une reconnaissance ponctuelle. Mais si le conflit embrase la région, si on voit ce qui se passe, par exemple, en Côte d'Ivoire, si on voit que ce capitalisme d'enclave, ce qu'on voit très bien, par exemple, In Amenas, et encore ces enclaves militarisées ne sont pas forcément un lieu de sécurité. Si on voit des grandes exploitations agricoles sur des dizaines de milliers d'hectares et même plus, comme Firestone au Libéria, qui sont un État dans l'État, donc c'est ce que j'appelle le capitalisme d'enclave, fermé sur eux-mêmes, très sécurisé, enfin en principe,
Et les Français, vous, nous, moi, on ne peut pas, si je vais à Bamako le mois prochain, on est soumis au fond à des horaires, à des lieux, on est nous-mêmes militarisés, tellement effectivement il y a une animosité ou un danger contre ce mouvement de recolonisation progressive. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la situation à la fois historique sur la société malienne, les dangers d'une extension régionale et plus. Donc peut-être, je vous rappelle un peu ces trois niveaux à la fois qu'il faut tenir en compte, contrairement aux médias nationaux. Bon, personne jusqu'ici à la télévision a parlé de la vie politique à Bamako. Et je vous rappelle que le pire est à venir, c'est ce que j'appelle la tentation d'un double coup d'État. Donc non seulement une intervention au nord, mais de la part de l'armée française et qui pèse toutes ses forces. Avant-hier, l'ambassadeur de France a dit il ne faut plus de division à Bamako, il faut que tout le monde soutienne l'armée française. Et Oumar Mariko, donc le leader de la COPA, a été le lendemain emprisonné par la sûreté, par la DST. Et je ne suis pas sûr que ce soit un hasard. Donc le double coup d'État, ça serait que l'armée française intervienne dans Bamako pour supprimer les putschistes. Et quand on dit supprimer, c'est peut-être pas une métaphore, hein, sachant que le pouvoir de Diokounda Traoré, président par intérim qui a dépassé sa période d'intérim, est très faible. Hein. C'est un président, un gouvernement fantoche qu'il y a en ce moment, et sans qu'on voit une solution. Même les Américains, c'est dire, disent que s'il y avait des élections, ça serait quand même une relégitimation de ce pouvoir malien, qui est un pouvoir fictif, d'apparence, soumis à la CEDEAO d'un côté, soumis aux Français et rejeté par la population. Que dit, et ce sera un peu ma conclusion, que dit l'opposition civile qui existe? Vous avez une centaine de partis au Mali, vous en avez 3 ou 4 importants, et notamment le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui est un peu approché par le Quai d'Orsay, qui voit une sorte de dernière solution, d'alternance. Il dit qu'il faut, comme dans les années 90, qu'on l'appelle concertation assise ou conférence nationale, une concertation de la société civile et de la société politique pour refonder en quelque sorte le politique à Bamako et donc au Mali, et qu'évidemment les armées étrangères, à commencer par l'armée française, en admettant une formule bouchienne, mais Hollande est en plus dans un bouchisme attardé. Vous avez entendu ces déclarations scandaleuses, ce que j'appelle les armes de régression massive, les armes intellectuelles de terrorisme, pour ne pas dire djihadiste, à détruire, c'est même une formule à la Poutine, hein, presque. Eh bien, que le travail soit fini ou pas, un retrait extrêmement rapide, on nous a dit en mars, moi je n'y crois pas, mais espérons-le, une substitution peut-être progressive par des forces africaines, et surtout pas onusiennes, c'est ce que dit l'opposition civile. Parce que quand on a vécu la Côte d'Ivoire et le coup d'État franco-onusien, on voit que très souvent ces forces qui sont des forces en principe de paix, sont des forces non seulement d'imposition de la paix, mais peuvent faire des coups d'État et renverser des régimes.